Cool. Bonjour à toutes et à tous. C'est super d'être de nouveau là. Bon, merci aussi à Thomas de reprendre le micro. C'est plaisir de voir que c'est pas parti en fumée et ça va continuer. Donc moi, c'est Stéphane, je bosse dans l'équipe Spring depuis 10 ans. Je bossais énormément sur Spring Boot et sur Spring Framework. Et on va un peu parler de où vous en êtes et où vous allez pouvoir aller. Ça va se baser essentiellement sur pas essentiellement, mais en tout cas majoritairement sur la manière dont vous allez réagir aux questions. Donc, si vous ne réagissez pas aux questions et que je ne parle pas du truc que vous voulez, bah, c'est de votre faute, quoi. Il faut juste lever un peu le bras. Je sais que c'est mardi. Je sais que c'est mardi. Je sais que c'est le soir. Mais bon, allez-y. Ouais, il y a moyen. Alors, notre agenda, on peut parler de où vous êtes peut-être déjà encore, hein, donc de Spring Boot 2. D'abord, je vais poser la première question. Qui n'utilise pas Spring Boot ici? C'est bien pour vérifier. Ah, voilà. Il y a une personne, c'est cool. OK, donc on va pas vraiment parler en profondeur de ce qu'est Spring Boot, hein, donc on va plutôt parler des fonctionnalités qui sont dans la dernière version. On va d'abord parler aussi de la migration en Spring Boot 3, que vous adorez tous, j'en suis sûr. Qui est encore sur Spring Boot 2? Ah, c'est bien, on ose, j'adore. Donc, j'en déduis que le reste est sur Spring Boot 3. Vous n'allez pas me dire qu'il y a quelqu'un sur Spring Boot 1 quand même. Il y a un gêné dans le fond qui a dit... Vous n'êtes pas enregistré, hein. J'ai une très mauvaise mémoire des visages, donc vous tracassez pas. Je ne vais pas vous courir derrière à la fin du meet-up pour régler votre compte. Donc on va un peu parler de migration, pas trop longtemps, puisque je vois quand même qu'il y a 20-25% des gens qui n'ont pas encore migré. Puis on va parler de ce que Spring Boot 3 amène et vous donner un peu de perspective sur non seulement les releases très récentes, hein, puisque on vient de sortir 3.2 là en novembre passé, donc c'est tout chaud, tout frais. Et on a déjà commencé à travailler sur 3.3. Donc on peut vous expliquer ce qui arrive, quelles sont nos réflexions. Il y aura aussi une petite partie qu'est-ce qui va arriver dans le futur. On va essayer de prendre ça un petit peu prudent, parce que vous savez que notre écosystème il change très vite. Et puis il y aura de la place pour des questions. Et comme on est dans un format sans micro avec une salle relativement petite, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment. Bon, si vous m'interrompez 50 fois, on ira pas au bout, hein, mais si vous avez une question, n'hésitez quand même pas. Ok, migration Spring Boot 3. Alors avant de commencer ce petit slide, si vous ne l'avez pas encore vu, ça se dispose sur notre site. Donc si vous allez sur spring.io/projects, et puis le nom du projet, vous allez trouver un tab avec support ou un truc comme ça. Je pense que c'est celui du milieu. Et ça vous donne une idée au jour d'aujourd'hui où vous vous situez par rapport aux versions supportées. Donc vous voyez que la ligne en verticale, elle représente le jour actuel. Bon, moi ça me gonfle de changer les slides à chaque présentation, donc c'est peut-être quelques semaines en arrière, c'est pas exactement aujourd'hui. Okay, quoique je crois que j'ai mis à jour aujourd'hui, donc ça doit être bon. Vous voyez en vert les versions qui sont supportées actuellement. Ça, c'est pour la partie de gauche, pardon, c'est parce qu'il y a deux verts. Donc, sur les numéros de version, vous avez en vert, ça veut dire que c'est tout bon, vous êtes dedans. Si c'est en gris, ben, c'est plus du tout. Donc là, c'est problématique. Vous allez voir qu'il y a aussi une petite différence, vous allez voir du jaune dans la suivante, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et puis alors, donc, vous avez une ligne du temps, où vous pouvez voir quand le support commence, quand le support termine, et vous voyez que la ligne est plus ou moins longue en fonction de savoir si vous avez des sous-sous à nous donner ou pas. Donc là, la verte, c'est de l'open source, et la jaune, bah, c'est du commercial, qui s'appelle VMware Spring Runtime. Vous pouvez trouver ça sur spring.io/support. Il y a plein d'infos à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil là-dessus. Vous voyez notamment aussi quelque chose qui est assez particulier, vous allez voir que c'est assez différent côté Spring Boot, c'est que la ligne de 5.3, elle est beaucoup plus longue. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui construisent des frameworks au-dessus de Spring Framework. Et donc, ils n'ont pas la même agilité que des applications qui utilisent Spring Boot. Et donc, c'est pour ça on fait cet effort extra, aussi bien en open source d'ailleurs, à ne supporter la LTS précédente plus longuement pour permettre justement à ces frameworks de s'adapter. Si on passe à Spring Boot, vous avez l'effet escalier. Donc là, c'est beaucoup plus clair de quand ça commence et quand ça termine. Hein. Vous voyez notamment, par exemple, lorsque
donner un exemple concret qui n'est pas trop mauvais. Où est-ce que je suis, moi? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref, peu importe. Parce qu'il y a une notion d'un an entre la... Ah oui, c'est ça. Vous avez chaque fois, alors ici, vous voyez, au-dessus de la bande jaune, sorry pour ceux qui sont en remote, d'ailleurs, ils voient pas mon doigt, mais vous voyez ici qu'il y a une période qui correspond en fait à l'overlap entre les versions mineures. Donc ici, il y a du pas bon du tout en gris, vous êtes cuit. Il y a du jaune qui est, si vous avez le support, bah, c'est supporté, et le vert, c'est le support pour la communauté, en open source. Et donc ici, pareil, hein, donc vous voyez les différentes versions, les dates de début, les dates de fin. Oula, j'ai dû appuyer sur le mauvais truc. OK. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'on fait, vous avez remarqué toutes et tous, j'en suis sûr, que au niveau de Java, ça évolue quand même assez vite maintenant. C'est plus 200 siècles entre un 7 et un 8, c'est plutôt genre 6 mois entre deux versions majeures. Donc, ça veut dire que nous, on doit s'adapter aussi, puisque si on supporte aussi bien en open source qu'en entreprise, on supporte une version de Java, on démarre avec une version de Java minimale, ben, on ne peut pas vous dire, ben voilà, pour l'entièreté de cette ligne, vous pouvez utiliser que Java 8, par exemple. Ça va vraiment à la foutre mal, quoi. Donc, juste vous indiquer, si vous êtes toujours en 2.7, c'est pas moins que ça, hein, 2.7, vous pouvez utiliser déjà Java 21, si vous voulez. Et j'aurais tendance à dire, vous devez, si vous pouvez. Je vais expliquer pourquoi. Donc, on va rapidement passer sur des bonnes pratiques de migration. Si vous avez déjà migré à Spring Boot 3, vous ne tracassez pas, parce que vous êtes pris sans doute les pieds dans le tapis et quelque chose vous a gonflé, et ceci va vous servir pour passer de 3 à 4. C'est exactement le même principe. Donc, si vous êtes déjà à 3, mettez dans votre tête que c'est les slides pour passer de 3 à 4. Et si vous êtes encore à 2, ben vous avez le privilège de juste regarder les slides sans changer le numéro dans votre tête. Donc, la première chose à faire pour migrer à Spring Boot 3, c'est de ne pas vous précipiter et de faire trop de choses en même temps. Donc, passez d'abord à la dernière version de la ligne dans laquelle vous êtes. Donc, si vous êtes en 2.5, vous avez du boulot, quand même, mais passez à 2.7.18, qui est la dernière version de cette ligne-là. Ne migrez pas à 2.7.0. On voit beaucoup de gens qui font ça. Ils migrent à 2.7.0. Et puis, en fait, ils ouvrent un ticket en disant ça marche pas. Et en fait, ça a été corrigé il y a 1 an et demi, parce qu'on a fait une release entre-temps. Quelqu'un d'autre a trouvé le problème. Et c'était corrigé dans 2.7.12. Donc, si vous migrez toujours à la dernière bug fix de cette ligne. C'est vraiment très, très important. Ça évitera d'avoir une série de problèmes. Comme j'ai expliqué sur le slide précédent, mettez à jour votre version de Java avant de migrer. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c'est important parce que, si vous ne le savez pas, Spring Boot 3 a besoin de Java 17 au minimum. Et on s'attend à ce que Spring Boot 4 ne va pas rester, enfin on s'attend, c'est quasiment sûr, que Spring Boot 4 ne va pas rester avec Java 17 non plus. Donc il y a une évolution, version majeure, le requirement system change, et c'est une opportunité aussi pour nous d'amener des nouvelles fonctionnalités qui ne sont disponibles que dans certaines versions de Java. Vous avez sans doute probablement entendu parler des virtual threads et du Project Loom. Si vous tournez sur Java 17, c'est pas disponible pour vous. Donc, passez à 17 et pourquoi pas 21. Donc, 21, c'est vraiment la LTS actuelle. 17, c'est déjà plus la LTS actuelle, d'après Java. Regardez si vous utilisez du code déprécié. Un autre grand classique, quand vous passez à une version majeure, c'est d'avoir, vous êtes en 2.7, votre application tourne, avec plein de trucs qui sont dépréciés parce que pendant le travail de développement de la version majeure, on a trouvé des comportements qui n'étaient pas bons, on voulait changer l'API ou peu importe. Et donc, on vous donne ces outils que le compilateur offre pour vous donner vraiment une information, vous dire, voilà, ça, ce ne sera bientôt plus disponible. Vous devez migrer votre code. Si vous ne faites pas ça et que vous migrez à 3, vous augmentez la charge cognitive parce que vous allez avoir un problème de compilation. La méthode va disparaître ou la classe va disparaître. Et donc, vous devez revenir en arrière pour comprendre c'est quoi, finalement, le remplacement qui est prévu. On essaie de faire vraiment très gaffe avec les messages de dépréciation dans le code et dans la Javadoc pour vous fournir une information la plus précise possible. Quand ça a été déprécié, pourquoi est-ce que c'est été déprécié et quel est le remplacement s'il y en a? La dépréciation, ça s'applique aussi
Ça s'applique aussi à la configuration, hein, donc vos fichiers Application Properties ou YAML en fonction de ce que vous préférez utiliser. Il y a un outil qu'on fournit pour ça. Qu'est-ce qui connaît le Properties Migrator dans Spring Boot? Ça fait même pas 10%, enfin, quoique, peut-être 10%. Donc ça c'est quelque chose que vous devez vraiment aller regarder. Qui est-ce qui utilise un IDE avec le support d'Application Properties, l'autocompletion? Il y a des fainéants parce que je suis sûr qu'il y a plus. Allez, en avant, levez votre main. Quand même. Donc ceux qui n'ont pas la dépréciation, qui n'ont pas le support de ça, comme ça tout le monde va lever sa main, on va un peu s'amuser. Est-ce que vous utilisez, quel éditeur utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez IntelliJ, la version Community? Voilà, il y en a un peu. Vous utilisez Eclipse? Je ne vais pas faire la blague que personne n'utilise Eclipse, parce que ça va encore me retomber dessus après. NetBeans? Vim? VS Code? Ok, bon. Dans IntelliJ version open source, il y a un plugin pour ça. Dans VS Code, il y a un plugin pour ça. Dans NetBeans, il y a un plugin pour ça. Dans Vim, il n'y a pas un plugin pour ça. Donc, en gros, tous ceux qui n'ont pas levé la main, soit qu'ils ne comprennent pas très bien c'est quoi l'assistance, mais alors là, je vous invite à vous renseigner. Donc, c'est la possibilité, finalement, lorsque vous cherchez une clé de propriété, de voir la liste, de voir la documentation, la valeur par défaut. Donc, c'est très, très pratique. Et si une propriété vient être dépréciée, ben alors elle va s'afficher comme dans le code Java. Vous allez avoir une belle ligne au milieu. Et si la propriété a été enlevée, elle va apparaître en rouge. C'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout... vous pouvez mettre n'importe quelle valeur, ça ne change strictement rien, mais au moins dans l'éditeur, ça apparaît comme une erreur et ça vous donne une chance de fixer le problème. Ouais. Il y a moyen d'automatiser ça avec le Properties Migrator. C'est un petit module, vous le mettez dans votre app, vous démarrez l'application, et lui va faire cet effort d'inspecter les clés de propriété qu'il a trouvées qui sont dépréciées. Donc ça fait le même boulot que l'éditeur, mais de manière automatique, si vous voulez. Ça vous donne un rapport à la fin, et ça migre... Quelqu'un qui sait. Ça vous donne un rapport à la fin, et donc ça vous permet aussi ça transforme automatiquement les propriétés qu'il a trouvées et qu'il a pu remplacer. Pas dans votre clé de config dans vos fichiers, hein, bien entendu, il n'écrit pas dans vos fichiers, mais l'application arrive peut-être à démarrer parce que justement son remplacement a été fait. J'insiste aussi pour que c'est un outil que vous devez utiliser uniquement pendant la migration. Ne laissez pas l'outil traîner là pour vos runs en production. Hein. C'est pas une bonne idée. Donc, lancez l'outil. Il suffit juste d'ajouter la dépendance, c'est tout. Spring Boot Properties Migrator, vous avez le rapport, vous regardez le rapport, vous changez les clés de propriété, et puis vous enlevez l'outil. Une petite note à propos de Spring Security. Qui utilise Spring Security? Beaucoup plus de mains. Donc Spring Security avec Spring Boot 2.7, c'est Spring Security 5.7. D'accord? Mais pour préparer la communauté à migrer à Spring Security 6, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une release hors bande, si vous voulez, c'est-à-dire une release qui n'a pas été incluse dans Spring Boot, mais qui vous prépare déjà au nouveau contrat de la version majeure suivante, tout en restant dans le contrat actuel. Donc l'idée, c'est migrer à Spring Security 5.8 d'abord. Il y a plein de choses qui vont commencer à être dépréciées pour vous préparer. Vous commencez déjà à migrer au nouveau contrat pour ne pas faire toute cette migration d'un coup. Et puis, ça facilitera les choses lorsque vous passerez à Spring Boot. Regardez pour les warnings dans vos logs. Alors, celle-là, elle est magnifique. On a eu quelque chose qui a été vraiment très problématique. C'est que on a arrêté le support du... Je ne sais pas si je dois rentrer dans ces détails-là, mais bref, il y a un truc qu'on faisait qu'on ne faisait plus, et on mettait un warning dans les logs en disant « Ceci n'est plus supporté, vous devez faire ça ». Et en fait, on a reçu une flopée d'issues diverses et variées. Et en fait, le warning était là, la personne n'a pas lu, et quand elle a migré, ça a arrêté de fonctionner, mais elle n'a pas pu faire la connexion entre les deux, puisque la fonctionnalité était enlevée. Et donc, elle ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait plus. Mais le warning le disait correctement, par contre, et les release notes. Donc voilà, faites attention à ça. Et si vous utilisez notre BOM, si vous n'utilisez pas, je vous invite quand même à le faire, c'est quand même assez pratique. Donc, c'est-à-dire le dependency management, le fait que vous ne devez pas spécifier des versions pour toute une série de librairies. On s'arrange pour que ce soit coordonné et que ça fonctionne ensemble correctement. Si vous avez des versions que vous spécifiez explicitement dans vos projets, vous allez être responsable de ça aussi à la migration. Donc, si vous utilisez, je ne sais pas moi, Hibernate par exemple, pour prendre un exemple complètement au hasard,
et que vous mettez une version spécifique dessus, et que vous migrez, Spring Boot ne va pas gentiment migrer à la version d'Hibernate qui fonctionne avec Jakarta typiquement et avec les autres changements qui ont été faits. Et donc ça va foirer de manière spectaculaire, ça c'est sûr, mais vous allez peut-être prendre du temps pour comprendre pourquoi. Donc avant d'upgrader, faites attention à ça aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait pas mal de boulot. Hein. Okay. Migration en Spring Boot 3. Que ne pas faire? Migrer à Spring Boot 3.2.2. Okay. Faites jamais ça. Parce que ça aussi, c'est vraiment où vous prenez toute la ligne d'un coup, avec tous les changements de dépendance, tous les trucs que potentiellement on a fait en 3.1 et en 3.2, qui sont cumulatifs par rapport à 3.0 finalement. Donc, upgrader à 3.0 en premier, et pas 3.0.0, évidemment, parce que ça, même remarque précédemment. Donc, c'est 3.0.13 pour cette feature release-là, cette mineure-là, pardon. Chaque version majeure de Spring Boot a une page wiki avec les release notes et une page wiki avec un migration guide. D'accord? Excusez-moi, petite remarque. Pour une mineure, tout est dans la même page, et pour une majeure, c'est deux pages différentes parce qu'il y a plus de contenu. Quoi. Donc, dans le cas de Migra 3.0, vous avez un migration guide qui est spécifique avec plus d'informations contextuelles. Pour 3.1, vous allez avoir une release note et dedans, il y a éventuellement les choses dont vous devez faire attention et il y a forcément moins de contenu puisque c'est pas une majeure. Autre chose aussi, c'est que nos release notes, elles pointent maintenant vers les release notes d'autres projets Spring. Donc, si vous utilisez par exemple Spring Batch, vous allez trouver dans la migration à 3.0.13, vous allez trouver les release notes de Spring Batch qui vous donnent des choses peut-être plus spécifiques que nous, on ne va pas documenter forcément, puisqu'on ne va pas documenter tous les use cases de l'écosystème. Ce ne serait pas possible. Alors, si vous faites ça, si vous migrez à 3.0, votre étape suivante, ça va être la migration à Jakarta, hein, qui était bien amusante, à plus d'un titre. Donc, c'est le passage du namespace Java à Jakarta. Si vous vous demandez, pro d'effort, je vais rester sur 2.7, gardez quand même à l'esprit que toutes les librairies maintenant ont basculé à Jakarta et ont, en tout cas la majorité, je ne vais pas dire toutes parce que c'est pas vrai, mais la majorité ont arrêté de fournir du support sur les anciennes versions. Donc ça veut dire que si vous restez sur 2.7, vous ne pouvez pas espérer obtenir des versions, déjà de nous, puisqu'on va arrêter le support à un moment donné ou à un autre, dans le cas open source c'est déjà le cas, mais des librairies tierces que vous utiliserez éventuellement, elles ont bougé leur focus vers Jakarta, elles ne vont pas commencer à continuer à patcher leur code source qui est en Javax. Donc, c'est important de le faire, quoi. Aussi, il y a pas mal de librairies qui existent, il y a des recettes Open Rewrite qui existent. Chez Spring, il y a un outil qui s'appelle le Spring Boot Migrator, vous allez regarder ce que ça fait, et ça permet justement d'automatiser certaines de ces tâches. Une fois que vous êtes là, vous avez compris, hein, on migre à 3.1.0. Non, c'est une blague. On migre à 3.1.8, qui est la dernière. Les release notes, de nouveau. Et puis, on est bon. C'est super facile, en fait. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur cette migration. Donc, ici, si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur YouTube. Je partagerai les slides après. Les slides sont cliquables, donc c'est un lien. L'image, c'est un lien, quoi. Là, il y a une session vraiment dédiée à ce que je viens d'expliquer avec beaucoup plus de détails, des exemples, etc. OK. On est parti avec Spring Boot 3. Qui a déjà entendu parler de Virtual Threads ou du Project Loom? Ça fait beaucoup de vin, ça. Impressionnant. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité dans Java 21 qui était en preview précédemment, mais elle est passée en production maintenant dans Java 21. Donc, souvenir, hein, pour que ça prime bien. Il vous faut Java 21. Donc, il faut migrer si vous voulez l'utiliser. Et donc, je ne vais pas expliquer toutes ces fonctionnalités-là. L'idée, c'est plus de vous donner des points. Et si vous avez l'appétit, alors regardez sur notre site, dans notre doc. On a aussi pas mal de blog posts aussi qu'on fait régulièrement qui expliquent les fonctionnalités plus en détail. Il y a aussi des sessions sur YouTube, etc. etc. Donc, quelle est l'idée ici? L'idée, trade virtuel versus trade plateforme. L'idée, c'est de créer un trade au sens traditionnel du terme, tel qu'on les a connus jusqu'à aujourd'hui en Java. C'est assez coûteux.
parce qu'il a un contexte dédié, il a une stack trace dédiée, donc ça veut dire qu'il a une consommation mémoire dédiée, et c'est relativement lent à créer. L'autre problème, c'est que les trades plateformes, les trades traditionnels, sont limités pour une machine donnée. Donc, vous ne pouvez pas en créer autant que vous voulez. À un moment donné, la machine n'en peut plus, quoi. Donc, ça veut dire que pour un certain hardware donné, qui est probablement virtualisé, vous avez ce problème de limitation physique, finalement. Les trades virtuels, qu'il y a dans pas mal de langages de programmation maintenant aussi en Java, l'idée, c'est de vous fournir les fonctionnalités du trade sans le coût associé. C'est particulièrement bien adapté à des applications qui utiliseraient MVC, donc une application servlet, où là, vous allez potentiellement voir des améliorations de performance assez significatives en fonction des use cases que vous utilisez. Bon, il y a des choses auxquelles vous devez faire gaffe, il faut expliquer dans la doc, pas de faire de synchronisation, etc., ce genre de choses. Mais ça reste quand même malgré tout quelque chose d'assez intéressant à essayer. Donc, si vous êtes sur Spring Boot 3.1, je ne sais plus quand c'est ajouté. De toute façon, vous allez tous aller à 3.2, donc il n'y a pas de problème. Il y a une propriété ajoutée. Si vous êtes sur Java 21, vous activez le support des virtual threads et alors Spring Boot fait sa magie de configurer Tomcat, etc. pour utiliser les virtual threads. Et donc, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça, qu'est-ce que ça vous amène. Donc, ça, finalement, ça donne un petit bump. Vous vous souvenez, MVC Webflux, on a toujours dit que c'était deux options sur la table. On vous a toujours dit, si vous n'avez pas entendu, c'est qu'on l'a pas dit assez, on a toujours dit que c'était pas une qui remplacerait l'autre. Donc, on n'a jamais dit que le Reactive allait remplacer MVC. Et on n'a jamais voulu ça. Donc, on est ravis d'avoir gardé notre promesse, pour ainsi dire. Clairement maintenant, puisque MVC, grâce à Java, il commence à avoir des fonctionnalités aussi intéressantes que Webflux était un peu unique à l'époque à fournir. Alors, qui est-ce qui utilise le REST template ici? C'est du servlet, REST template. Très peu. Web client. Donc, notre web client de Spring, du coup, parce qu'il y en a sans doute 50, ok? D'accord. Pour ceux qui utilisent le REST template, je vais essayer de me souvenir qui a levé la main. Qui a vu la note qui disait qu'il était en mode maintenance dans la doc? Ah, d'accord. Bon, je vous partage la petite histoire, hein, pour vous demander pourquoi je pose toutes ces questions. REST template, c'est une API qui a presque 20 ans. Donc, forcément, si on veut continuer à soutenir les cas d'utilisation, de ne pas casser votre code, de ne pas vous obliger à faire une migration, c'est assez compliqué aussi d'accepter des nouvelles fonctionnalités. Donc, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait suffisamment de points d'entrée pour faire ce que vous voulez et qu'on n'allait plus faire évoluer cette API. Et parce que c'était très compliqué de la faire évoluer de la manière dont elle avait été designée 20 ans auparavant. Donc, ça a amené pas mal de friction dans la communauté Spring où les gens disent non, moi, laisse-moi mon REST template, je l'aime bien, je voudrais bien aussi que ce soit plus moderne, machin. Donc voilà, on était un peu embêtés avec ça. Et puis, on est arrivé avec WebClient qui a des capacités uniques, qui vous permet, pour ceux qui ne savent pas, ça utilise donc Netty ou en tout cas Reactive pour son implémentation. Et donc, ça vous permet de composer des opérateurs, de faire du retry, de faire du timeout, de faire toute une série de choses qui sont très, très intéressantes pour un client HTTP que REST template ne sait pas faire. Le streaming aussi, par exemple, si vous faites du streaming, WebClient est beaucoup plus adapté que REST template. Donc, avec Project Loom qui arrive, on est un peu embêté parce qu'on est là, ouais, MVC, scalabilité, tout ça, c'est trop bien. Avec un REST template en maintenance mode, donc voilà, on a dû faire quelque chose. Et ce qu'on a fait, j'ai oublié de dire que Netflix utilise, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une nouvelle API qui s'appelle REST Client, qui est disponible, j'aurais dû mieux étudier mes numéros de version, mais de toute façon, tout le monde va migrer à Spring Boot 3.2, donc c'est pas grave, qui en fait se base sur REST template. Donc en fait, l'implémentation derrière, c'est REST template, mais par contre, l'API, elle, ressemble beaucoup plus à ce que vous pourriez vous attendre en 2024. Tu as une question? Je suis tapé la migration vers web client pour remplacer tous les REST templates. Est-ce que j'ai un intérêt de repasser des web clients sur REST client? Non. La question, c'est de savoir, est-ce que maintenant qu'on a enlevé le maintenance mode, est-ce que tu dois faire l'étape inverse? Non. Et peut-être que cette migration web client t'a permis aussi d'optimiser une partie de ton code et de faire des choses qui étaient faites manuellement sont faites automatiquement avec les opérateurs reactifs. Donc, il y a un intérêt aussi peut-être à garder ça. Donc, si tu as fait la démarche, non. C'est pas du tout. Donc, l'idée encore, c'est option.
OK? L'idée, c'est option. C'est de vous donner le maximum d'options, le maximum de choses, et vous prenez ce qui vous va. Et, bon, ici, en l'occurrence, il y a pas mal de gens qui disaient REST template, on veut une API nouvelle. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça ressemble un peu à Web Client pour ceux qui ont utilisé Web Client, mais c'est vraiment le contrat bloquant. Donc, vous voyez ici, ça ne retourne pas des types réactifs, ça retourne vraiment l'objet et ça bloque, quoi. Comme REST template le fait d'ailleurs. OK. Une autre grande fonctionnalité, oh là là, je vais jamais m'en sortir. Une autre grande fonctionnalité de ces nouvelles majeures, c'est le support de natif. Alors, qui a entendu parler de Spring Native ou d'avoir un exécutable natif pour son application Spring? OK. Intéressant de voir que les mains sont différentes en fonction des sujets. J'aime bien ça. Donc, qu'est-ce que ce truc-là fait? Ça prend votre application Spring, ça l'analyse, ça fait un petit peu du massage, et ça sort un binaire pour votre architecture CPU. D'accord? Pourquoi vous voulez faire ça? Pour toutes ces raisons. Donc, vous allez vous retrouver avec un temps de démarrage qui est dans la microseconde au lieu d'être dans la seconde. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Moins de consommation mémoire, pas de warm-up, parce qu'il n'y a pas de JIT. Ça aussi, c'est intéressant pour ceux qui ont expérimenté ces choses-là. Ça peut être aussi une option assez chouette. Tout ce qui est problème de désérialisation inattendu, genre les CVE qui utilisent un truc et puis que ça charge une classe et qu'il n'y a pas une méthode, qui n'était pas du tout prévu, ben ça, c'est impossible en natif. Puisque en natif, si vous voulez faire de la réflexion, ça doit être explicite et vous devez explicitement demander à la compilation pour faire cet aspect de réflexion. Donc, ce que je viens de dire va peut-être vous rendre complètement dubitatif. Comment est-ce que ça pourrait être bien avec Spring, puisqu'on fait quand même beaucoup de réflexion? La réponse, c'est qu'on a construit un moteur qui détecte ça et qui crée ces hints-là automatiquement pour vous. Donc, c'est pas un truc du style où vous allez devoir parcourir votre application à la main, créer des fichiers JSON à la main, tout ce truc-là, parce que les métadatas sont JSON. L'idée, c'est qu'on a un outil. Je vais plus vite parce que je suis très en retard. On a un outil qui se connecte, si vous voulez, sur l'outil que GraalVM propose. Donc, GraalVM, c'est vraiment cette initiative chez Oracle qui prend une application Java et qui la transforme en un exécutable binaire. Nous, on se connecte là au-dessus, en fait, pour fournir les informations dont GraalVM a besoin pour fonctionner correctement. OK? Comment ça marche concrètement? Encore une fois, je vais très vite, mais on pourra en reparler aux questions. Je n'ai pas réalisé que j'avais été si lent sur la migration. On a ça, c'est relativement nouveau. Pour ceux qui utilisent Spring depuis longtemps, c'est quelque chose de vraiment, on va dire, inédit, je pense. Enfin, si on oublie Spring Boot. Si on oublie Spring Boot, c'est relativement inédit. Donc, qui utilise Spring depuis plus de 5 ans ici? OK, pas mal. Plus de 10? Plus de 15? Peut-être, je sais pas. Pas mal, possiblement. OK, d'accord. Donc, plutôt avancé. Donc, Spring n'est pas vraiment dans le business de faire des trucs au build. Généralement, vous ouvrez votre code dans un éditeur, vous cliquez sur l'application et puis ça démarre. Il n'y a pas toute une série de trucs qui se font au build qui sont nécessaires pour que le contexte puisse démarrer. C'est toujours le cas. Donc, pas de panique, on ne change pas ça. Mais si vous voulez builder un exécutable natif, bah, GraalVM, lui, il a besoin de faire des choses au build time de toute façon. Donc, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était une contrainte qu'on a amenée. C'est vraiment une contrainte de GraalVM. Et donc, on a ajouté un processus qui analyse votre application, qui l'optimise, et puis qui fournit une version optimisée de l'application à GraalVM, de manière à ce que GraalVM soit plus rapide à compiler votre app, prenne moins de mémoire, et surtout qu'il arrive à trouver les chemins qui ne seront pas du tout utilisés par votre application, et ce qui fait que ça réduit aussi la consommation mémoire de votre exécutable natif. Si vous voulez tester ça, c'est assez simple en fait. Vous allez sur start.spring.io, que tout le monde connaît, bien entendu. Bien entendu. Vous ajoutez, vous sélectionnez dans les dépendances GraalVM Native Image. Ça va dire je veux utiliser cette fonctionnalité. Et puis après, vous prenez les options que vous voulez, web, JDBC, database machin, enfin bref, une application un peu, une application avec des technologies que vous avez envie d'utiliser. Et puis dans le fichier
help qui est généré par ce service-là, vous allez trouver les commandes en fonction de si vous avez choisi Gradle ou Maven. Et il vous suffit d'installer GraalVM et d'essayer. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Moi, avec mon compère Brian, à Devox ici en octobre passé, on a fait une session là-dessus. C'est sur YouTube. C'est aussi un lien cliquable. Donc, si vous êtes intéressé, voir vraiment tout le détail, comment ça fonctionne, etc. Ouais. Vous avez des statistiques sur le pourcentage d'utilisateurs? Okay. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a des statistiques sur qui utilise GraalVM Native comparativement à la JVM? On n'a pas de statistiques parce qu'il n'y a pas de dans Spring Boot, il n'y a pas un truc qui appelle à la maison pour dire l'utilisateur fait ça, nous on fait pas ça. Donc voilà, on n'en a aucune idée. Il y a des statistiques sur l'utilisation de l'entrée sur start.spring.io, Ouais. voilà, qui lui donne, c'est très relatif parce qu'il y a genre 80 dépendances, donc vas-y pour trouver une pour faire un peu le truc, mais c'est assez bien populaire pour une nouvelle entrée sur start.spring.io, je dois dire. Et c'était très très populaire lorsqu'il était expérimental. Donc c'était le projet Spring Native. On l'a ajouté, mais on pense, tout comme Webflux, que c'est un use case de niche pour l'écosystème Spring. Encore une fois, pour ceux qui auraient un esprit tordu, on va pas remplacer ça et vous dire toutes les applications Spring sont natives, hein, c'est pas l'objectif. Cas d'utilisation et choix, c'est vraiment notre leitmotiv. Mais c'est une minorité, clairement une minorité. Ouais. Et ça n'a pas l'air d'augmenter. Ouais. Donc, c'est surveiller de la prod, on voit. Okay. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on a fait dans Spring Framework 6, là, il y a une autre présentation au même Devox qui lui parle plus des choses de haut niveau qu'on a décidé de faire et certaines directions aussi en termes de performance. Alors, j'ai encore 10 minutes, c'est ça? Okay. Donc, vous avez vu une fonctionnalité vraiment transversale dans l'écosystème Spring, le support natif, puisque c'est pas uniquement côté framework qu'il y a des choses qui ont dû être faites. On a changé des trucs dans Boot, puisqu'il y a eu le plugin a été amélioré pour justement exécuter ce processus. Il y a toute une série de projets dans le portfolio qui ont commencé à utiliser le moteur. Évidemment, au début que le moteur a été implémenté, ben, ça marchait pas du tout, évidemment. Donc, c'est pas marrant. Donc, on a trouvé des problèmes dans le moteur, on a trouvé des problèmes dans les projets. Donc, ça a vraiment été transverse et assez intense. Évidemment, puisqu'on est un petit peu idiot, on s'est dit, puisqu'on fait une majeure, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas deux fonctionnalités transverses dans la même? Pourquoi pas, après tout? Heureusement ou malheureusement, parce qu'on y est arrivé, je pense, on a fait ça. Et la deuxième, c'est la stack observabilité, où si vous êtes avec Spring Boot 2, vous connaissez Micrometer pour tout ce qui est métrique, et Spring Cloud Sleuth pour tout ce qui est traces distribuées. Pas vraiment de notion d'agrégation de log. Donc, c'est un peu disjoint, la manière dont ça fonctionne, c'est pas vraiment unifié, c'est des projets séparés. Et ce qu'on a fait dans Spring Boot 3, c'est qu'on a rassemblé tout en vraiment une plateforme observability unifiée avec les métriques, les traces, les logs distribués, logs unifiés, pardon. Toujours en utilisant Micrometer. Donc, Micrometer a été amélioré, si vous voulez, pour supporter tous ces cas d'utilisation. Alors, on voit trois grands moyens, en tout cas sur la JVM, de fournir ces fonctionnalités. La première, c'est d'utiliser un agent Java qui va manipuler le bytecode et qui va fournir ces informations-là. Petit problème, les agents de Java ne fonctionnent pas en natif, puisqu'il n'y a pas de bytecode. Donc, on n'allait certainement pas aller dans cette direction-là. Oui, ça aurait été très drôle d'avoir implémenté un truc transverse qui ne marche pas dans le truc transverse qu'on fait, quoi. Donc, ça a été éliminé. Ce qu'on faisait avant, c'est d'utiliser des extensions publiques, c'est-à-dire que l'objet à monitorer, si vous voulez, devait exposer une série de méthodes pour que l'objet qui veut monitorer, qui est en dehors, puisse le faire. Ça a amené pas mal de contrats qu'on a, je ne veux pas dire qu'on a regretté, mais on s'est retrouvé avec des API publiques qui n'avaient de sens que pour l'observabilité, et puis que derrière, on devait continuer à maintenir. Donc ça, c'était assez casse-pied. Et donc, on est arrivé à cette troisième option où la chose à monitorer, c'est le monitoring. Et donc, pour éviter de ramener trop de dépendances, parce que voilà, dans certains cas d'utilisation, vous n'allez pas vouloir utiliser cette stack, c'est pas pour ça que vous devez payer le coût de la dépendance. Micrometer est arrivé avec un module observation qui est vraiment
une API vraiment de très très bas niveau de très très haut niveau, oserais-je dire, sans implémentation, avec juste des contrats. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec des classes supplémentaires de 2 mégas pour ce use case que vous n'allez peut-être pas utiliser. Donc ça c'est ce à quoi vous attendez que ça fasse, avec le tracing maintenant qui fonctionne directement dans Spring Boot. Donc ça c'est vraiment une grosse amélioration. Et comme dans tout ce qu'on fait, j'ai envie de dire, vous avez peut-être dû déjà remarquer ça, ce qu'on utilise, on a tendance aussi à le publier pour que d'autres puissent construire dessus. Donc, cette API dont je vous parle, elle est publique forcément, et vous pouvez l'utiliser pour créer vos propres observations. Ça, c'est un exemple qui, notamment, si vous demandez, si vous avez une observation en cours et vous faites l'appel vers REST-Client, il va automatiquement passer le contexte pour que la trace distribuée entre serveurs qui participent à la même requête puisse lier les choses. Ça va se faire automatiquement puisque le REST Client, lui, comprend nativement cette API. Présentation. Là, c'est un peu plus vieux, c'est de août l'année passée, mais ça couvre bien plus en détail ce que je viens de faire très brièvement. Alors ça, c'est quelque chose qui nous avait été demandé et qui, je pense, a été bien apprécié par la communauté. C'est le support de Docker et de test containers directement dans Spring Boot. Alors, vous avez 2 blogs là qui en parlent et j'avais une démo prévue que je vais évidemment pas faire. L'idée, c'est que quand vous clonez un projet maintenant et qu'il y a des services qui sont demandés, vous avez généralement un README avec les 25 étapes pour pouvoir lancer le truc sans que ça plante. L'idée ici, c'est de pouvoir faire comme vous avez l'habitude de le faire, lancer le main ou lancer la commande bootrun et ça fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est bon, dans le cas de Docker Compose, si vous avez mis un fichier Docker Compose dans votre app, vous pouvez configurer Spring Boot pour qu'il fasse Docker Compose Up pour vous, avec plein d'options différentes. Si vous voulez que les mêmes services Docker soient partagés entre plusieurs applications Spring Boot, c'est possible, il y a des options, etc. Et dans le cas de Test Containers, l'idée, c'est vraiment, au lieu, si vous avez utilisé Test Containers jusqu'à maintenant, vous savez que vous devez configurer le container vous-même, c'est-à-dire prendre les propriétés de Spring Boot et puis aller les injecter dans ce que le container vous donne pour que les deux se parlent ensemble. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a implémenté une API qui comprend Test Containers et qui le fait pour vous. C'est-à-dire que vous créez le container et l'application Spring Boot, si vous voulez, se connecte automatiquement au container que vous avez défini. Donc, ça réduit fortement le setup des tests de votre côté. Et vous pouvez aussi utiliser ça si vous voulez démarrer l'application avec Test Containers, c'est aussi supporté. C'est expliqué bien en détail là-dedans. Et alors, Moritz, qui est le nouveau dans l'équipe Spring Boot, si vous ne l'avez pas encore vu, qui a fortement bossé là-dessus. Il a fait une présentation aussi à Spring One en août dernier. Il couvre ça avec des exemples. Tous les détails. En parlant de détails, on a aussi implémenté un nouvel RFC dans Spring Framework 6, qui est le Problem Details. Alors, pourquoi est-ce qu'on serait intéressé par ce truc-là? Ça permet de standardiser les exceptions que votre application peut retourner à un autre serveur. Donc, pensez la page d'erreur de Spring Boot. Vous appelez quelque chose, ça foire, vous allez avoir un joli JSON avec une série d'informations que Spring Boot standardise et vous pouvez configurer Spring Boot pour qu'il mette d'autres propriétés, etc. L'idée de ce RFC-là, c'est de standardiser la structure du JSON entre applications, quel que soit le langage d'ailleurs. C'est pas du tout spécifique à Java, évidemment. Et donc, en implémentant cet RFC, ça veut dire que vous pouvez construire sur cet écosystème et rendre vos applications compliant avec la RFC, simplement en utilisant l'API. Et puis, évidemment, nous fournissons aussi toute une série d'implémentations de problèmes detail pour des problèmes standards du framework, finalement. L'application, l'API ressemble à ça. Et puis, passionnant, vous allez voir un JSON. La différence, et c'est ça qui est important, c'est que vous avez un content type spécifique, donc le application problem plus JSON, qui est vraiment le point d'entrée dans la RFC. Puis alors, ça vous permet vraiment si vous avez des environnements hétérogènes, c'est assez sympa. Alors, JDBC template à 20 ans. On ne sait pas faire évoluer l'API. On dirait que j'en ai déjà parlé. Vous avez bien compris, donc on a bien un JDBC client qui se base sur le JDBC template avec une super belle API toute jolie, toute neuve,
avec l'expérience qu'on a pu avoir de toutes ces années où on voulait faire ces changements et qu'on ne pouvait pas faire ces changements. Donc, on a utilisé toute cette rage, si j'ai envie de dire, et on a mis beaucoup d'amour dans cette API et aussi de celle de REST. On a aussi bossé sur le support automatique des clients via une interface. Donc, vous connaissez peut-être ça avec OpenFeign, qui vous permet automatiquement de créer un client sur base d'un contrat d'une interface. Bah, l'idée, c'est un peu similaire, sauf que c'est beaucoup plus propre à Spring, et quelqu'un qui utilise Spring, ça va être beaucoup plus dans l'esprit du reste du framework. On a support pour HTTP Socket, il y a un support pour GraphQL qui va arriver. Donc, bah, vous imaginez, mettez une annotation avec ce que vous voulez, ça crée un proxy, et puis le proxy fait l'appel. Bon, évidemment, ça, c'est le cas le plus simple qui existe, mais il y a une flopée d'options qui sont disponibles. Je suis officiellement à 46. Parce qu'on a commencé plus tard. Alors, amélioration SSL, ça aussi c'est quelque chose qui est basé sur un retour de la communauté. Si on utilise SSL avec Spring Boot, il y a environ 200 endroits où on peut le configurer. En fonction des services qu'on utilise, chaque service a son petit... voici la config SSL de mon petit service, hein, que ce soit Rabbit, que ce soit ActiveMQ, que ce soit le servlet container, etc. Et donc, ce qu'on a fait, la première étape qu'on a fait, c'est d'avoir un concept de bundle SSL, où vous configurez finalement, là où sont vos certificats, à un endroit, vous lui donnez un nom, et puis tous ces 200 endroits, au lieu de dupliquer la config, bah, vous dites c'est le bundle qui s'appelle machin, et les choses se connectent entre elles. D'accord? Première chose qu'on a fait. Ça permet vraiment de rendre cet aspect un peu pénible de la config plus naturel. La deuxième chose qu'on a fait dans 3.2, les bundles, c'est je pense dans 3.1, c'est qu'on offre maintenant aussi la possibilité de recharger les clés, le certificat, pardon, s'il change sur disque. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous avait demandé pas mal en conférence, etc. Donc, si vous cherchez des solutions pour tout ce qui est rotation, notamment, ben ça, c'est quelque chose, vous pouvez aller regarder dans le blog post, c'est décrit en détail. Alors, j'ai 5 minutes pour vous dire ce qu'on est en train ce qu'on a dans les cartons. N'oubliez pas de lire ce qu'il y a en bas de la petite astérix, et ne venez pas me faire dire que c'est trop petit, que vous n'allez pas le lire. Hein. Sinon, je vous mets un slide safe harbor et on arrêtera de rigoler. CDS. Qui a déjà entendu parler de CDS? Ça s'appelait aussi App CDS avant, dans JDK. Waouh, j'ai 3 mains. Parce qu'il y en a 2 qui en avaient marre et qui l'ont baissé. Bon, bah, allez voir ce truc-là. Ça existe depuis Java 9. Donc, 2 siècles il y a maintenant. C'est assez vieux. Et ça permet, bon, l'idée initiale n'était pas la même, l'idée c'était d'avoir une archive de classe et de pouvoir partager cette archive entre plusieurs process Java pour éviter d'avoir le metaspace qui soit dupliqué sur tous les serveurs, c'est le but initial. Mais ils ont très très vite bougé ça vers quelque chose qui était beaucoup plus orienté vers le startup. Et donc, très simplement, comment ça fonctionne? Vous démarrez votre app avec un certain flag, ça va créer une vue optimisée des classes que votre app a chargées au démarrage, et ça le donne dans un fichier, qui est l'archive en question. Après, vous redémarrez l'app en disant l'archive est là, et votre app, elle démarre 30 à 50% plus rapidement, en fonction des cas d'utilisation. Donc la contrainte, c'est ce qu'on appelle le training run, c'est-à-dire que vous devez lancer votre app une fois avec ce fameux flag pour que l'archive soit créée, et après vous réutilisez l'archive autant que vous voulez, tant que le ClassPass ne change pas. Voilà, on a optimisé pas mal ça. Vous voyez ici, Spring Framework 6.1, c'est aussi un blog post. La raison pour laquelle je l'indique, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'équipe Java là-dessus. Et on a aussi travaillé beaucoup sur Project Leiden, qui lui amène CDS encore plus loin. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des temps de démarrage encore plus rapides, avec encore plus d'optimisation. Là où CDS, typiquement, se focus sur les classes, Leiden va beaucoup plus loin et va commencer à cacher les lambdas, des choses comme ça. Cacher les optimisations du Git. Du Git, pardon, pas du Git. Bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui est en train d'être développé. On pense qu'il va y avoir un premier access build dans Java 22.
Donc, c'est le nouveau Loom, quoi, si vous voulez. C'est le nouveau truc qui va prendre de nouveau 3 ans avant de, enfin, qui doit prendre 3 ans parce que c'est un truc hyper compliqué. Je disais pas ça négativement. Vous allez avoir plusieurs fonctionnalités. Et puis, dans la prochaine LTS, ça arrivera comme quelque chose de standard. Et nous, on bosse déjà avec la plateforme, la Java Platform Team chez Oracle sur ces sujets-là. J'ai mentionné AOT très brièvement. Je ne l'ai pas mentionné du tout d'ailleurs. C'est écrit sur un slide. Ça veut dire ahead of time, avance de phase. Donc, le moteur IoT qu'on a créé pour le support natif qui est obligatoire, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour la JVM. Et ce qu'on voit, c'est que ça tombe pile poil dans tout ce qui est support pour Crack, l'Eden. Je n'ai pas parlé de Crack, mais c'est aussi quelque chose qu'on a fait, donc qui est aussi une autre initiative pour réduire le temps de démarrage de vos applications. J'ai le temps pour 0 question, mais je suis là tout le temps. Et avant que je n'oublie, un petit formulaire sur Tanzu Academy. Qui connaît Tanzu Academy? Quelques personnes, d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de vous fournir du training de qualité, la certification autour de Spring et d'autres choses. Et donc, il y a un événement qui s'organise ici à Paris, je pense, très bientôt. Et l'idée, c'est ce QR code-là, ce formulaire, pour voir quels sont vos intérêts. Et ça va nous permettre, en fait, sur base de vos intérêts, de créer un event qui correspond plus à ce que la communauté demande. Donc, la part de la communauté, merci de... L'information est donnée par qui? Là? Oui. C'est pas encore... Ah ben, Tanzu, c'est nous, c'est VMware, je crois. D'accord, ok. Donc, au niveau pour la communauté, faites un petit geste pour la communauté en flashant ce truc-là et en donnant vos intérêts. Le plus il y en a,